Et c'est parti pour le coup tordu, le 373e épisode du coup tordu. Dans le coup tordu, on vient parler vélo, on vient parler cyclisme, je le dis pour les nouveaux, pour ceux qui nous découvrent. C'est la 3e saison du coup tordu, podcast de passionnés pour les passionnés. Alors même pour ceux aussi qui veulent se passionner, qui veulent faire monter leur niveau de passion. On est là pour ça. Dans le coup tordu, il y a des interviews, il y a des previews et on se retrouve pour une double preview. On va parler à la fois de la 15e étape de la Vuelta 2025 qui a lieu ce dimanche 7 septembre 2025. On va parler également de la dernière étape du Tour de Grande-Bretagne 2025. Et pour cette double preview dans le coup tordu, il est là le plus passionné des passionnés, Monsieur Latib, alias Thibaut. Bon, Thibaut, on avait fait un bel épisode hier, voilà, pour ceux qui sont pas au courant. Bel épisode, mais malheureusement, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. C'est ce qui arrive. C'est les joies de l'informatique et puis voilà, fallait bien que ça arrive. Et comme je t'ai dit, il vaut mieux que ça arrive sur un épisode comme ça que sur une interview qui a duré 3 heures. Ouais, c'est vrai. Mais en plus, on avait dit plein de trucs dans cet épisode. Bon, alors je rappelle quand même, pour ceux qui n'ont pas écouté hier, voilà, on vous a donné, parce que toi t'étais parti sur Marc Soler, donc j'avais refait un mini condensé en 5 minutes on avait fait quasi 1 heure de podcast. Donc voilà, on a passé Marc Soler à 23,5 sur la 14e étape. Je rappelle que jouer avec excès comporte des risques, on ne est pas là pour vous inciter à faire des paris sportifs. Vous avez pu aussi prendre Marc Soler dans vos jeux de fantasy et voilà, on n'est pas obligé de mettre de l'argent pour savoir qui sera le vainqueur. Et dans le lien de l'épisode, je vous rappelle que je vous mets systématiquement le numéro de téléphone de Joueurs Info Service, même si j'espère que vous n'aurez jamais besoin de ce numéro car vous êtes des joueurs raisonnables et raisonnés. Thibaut, avant d'attaquer la preview et avant de revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur cette 14e étape et même reparler un petit peu de ce qui s'est passé dans l'Angliru, parce que bon, au niveau du duel entre Vingegaard et Almeida, pour l'instant match nul, balle au centre. Voilà, on va parler un petit peu de tout ça. Thibaut, je voulais ton analyse actualité vélo sur un transfert qui fait parler et qui va faire parler, même s'il n'est pas encore officiel, c'est quasi acté à 99%. Girmay, qui était annoncé, alors on rappelle que Girmay était en contrat du côté des Intermarchés, fusion entre la Lotto et les Intermarchés, donc du coup ça pète le contrat, comme ça peut pas faire doublon avec Arnaud Delis, ils vont garder Arnaud Delis, donc du coup Girmay se retrouve libre de tout engagement. Il y avait visiblement une proposition des UAE, les premières rumeurs l'envoyaient au Kazakhstan du côté des Astana, et finalement Thibaut, c'est du côté d'Israël, Première Tech. Voilà, Israël qui décroche la timbale. Toi, comment t'analyses ce transfert et le pourquoi du comment? Assez logique dans l'esprit. On s'est beaucoup ému sur les réseaux sociaux parce qu'on a vu Bini prendre un café avec l'agent Carrera. Qui a énormément de coureurs chez UAE, mais pas que. Et je pense qu'en fait, on a fait ce raccourci un peu trop facile de Bini chez UAE à cause de Carrera, alors qu'en fait, le move chez Israël, il est, ma foi, logique. Illogique sportivement, on va dire, parce que tu le sais, toute la politique sécuritaire autour, t'as peut-être pas envie de t'exporter dans une équipe où tu vas être un peu plus mis sur le feu des projecteurs et surtout sous le feu de certaines complications avec des spectateurs, mais au-delà de ça, ça reste logique parce qu'on le sait, l'Érythrée est une, pour ceux qui ne le savent pas, est quand même une base assez stratégique militaire de Israël, du niveau politique, puisque Israël a énormément de bases militaires maritimes du côté de la mer Rouge auprès de l'Érythrée, a une énorme communauté d'immigrés érythréens où parfois il y a quelques problèmes du côté de certaines manifestations et où quelques projets de loi justement sur certains émigrés érythréens commencent à voir le jour du côté d'Israël. Mais au-delà de ça, en plus, l'Érythrée avec le Cameroun, on le rappelle, et ce sont les 2 seuls pays africains à ne pas reconnaître la Palestine. Donc politiquement, il y a un petit jeu qui s'entend, mais au-delà de ça, en fait, pour Carrera, je pense que quant à Carrera en tant qu'agent, il faut pas oublier que l'agent aussi a des intérêts personnels. Moi, honnêtement, si je vais signer chez Israël un de mes coureurs, je pense honnêtement il y a un petit billet qui a dû être bien négocié, parce que si je fais signer un coureur là-bas, on sait que ça peut être compliqué de signer. Je vais quand même voir certaines primes à la hausse.
Oui, bien sûr, oui. Tu parlais de l'aspect sécuritaire, évidemment. Bah oui, forcément, c'est aussi quelque chose qui peut être valorisé dans le contrat de Bini. Maintenant, bah forcément, c'est aussi quelque chose qui va faire un petit peu exploser. Enfin, en tout cas, redonner un petit peu pas redonner un petit peu, mais au niveau de Side Limit, ça va forcément créer du buzz parce que bon, on se retrouve avec une star. Binyam Girmay, c'est des victoires sur le Giro, c'est des victoires sur le Tour de France. C'est maillot vert du Tour de France 2024. Il arrive donc sur Side Limit en 2026 si le transfert est confirmé chez Israël. Bon, ça, est-ce que tu penses que ça va être un bon move et que obligatoirement ça va faire décoller les enchères? Du côté de Side Limit, ouais, ça dépend après l'engouement parce que on a quand même eu des cartes. Alaphilippe et Hirschi sont partis à combien? C'est surtout ça, parce que honnêtement, Hirschi par exemple, c'était un coureur qui avait le vent en poupe, qui avait énormément de résultats et qui a commencé un début de saison plutôt bon. Donc quelque part, il y avait un engouement qui aurait pu être logique. Il est peut-être parti un peu plus bas que les estimations. Et Bini, pour le moment, tu m'excuseras, mais cette année 2024 est assez décevante. Alors oui, ça peut être une bonne carte, mais est-ce que au niveau des résultats, il y aurait un engouement un peu plus présent que les coureurs de la Tudor? Après, alors forcément, moi je pense que quand tu as une star qui arrive dans le jeu, ça te fait toujours venir quelques managers. Ça, c'est une obligation. Après, Hirschi, les cartes bleues, donc les cartes de 3e niveau, sont parties quand même très chères. On est sur des records, hein. Les cartes, elles se situent sur du niveau bleu entre 40 et 80 dollars. Ce qui est, le marché était parti à 80 et puis après, au fur et à mesure de sa saison qui s'est effritée, on est plutôt descendu aux alentours de 50, mais ça reste quand même très très cher pour des cartes de niveau bleu. Les cartes roses, moi la mienne, je l'ai un peu surpayé, mais je l'ai payé 260 balles. Sinon, sur les cartes roses, on est plutôt autour de 200 balles, donc c'est aussi parmi les cartes roses les plus chères du jeu pour Hirschi. C'est la déception, c'était sur la carte jaune, hein. Tout le monde s'attendait à ce que le record de Derek Guy, à savoir la carte jaune la plus chère du jeu, 540 dollars, et Tuntenberg aussi à 550, mais ça avait été dealé sur le marché secondaire. Tout le monde s'attendait à ce que le record soit battu, et Petit Juju l'avait récupéré à 484 dollars, sachant que LPD avait voulu faire un move supplémentaire, et apparemment ça avait bloqué au niveau de sa carte bleue, donc on partait pour atteindre des sommets, mais apparemment il avait pas l'argent en banque à ce moment-là, donc il y avait eu un petit imbroglio à ce moment-là qui avait été expliqué quelques heures après. Donc Hirschi, c'est parti quand même assez cher. Les cartes d'Alaphilippe aussi, elles sont parties, on pouvait avoir de la carte bleue à 40, 50 balles, j'ai plus en tête le prix de la carte jaune. Alors après, il faut voir aussi à quel moment sont vendues les cartes. Quand je vous le dis, pour vous tous qui êtes à l'écoute, quand vous faites votre marché sur Side Limit, si vous le faites avant un grand tour, les enchères forcément elles montent. Si vous passez par la période des soldes, c'est-à-dire quand on est en saison creuse, moi Richie Tello par exemple, mon Richie Tello jaune qui j'estime est l'un de mes meilleurs achats, je l'avais acheté 110 balles, hein. Le dernier Richie Tello est parti à 300 dollars il y a quelques jours. Je l'avais fait au mois de janvier 2024. Un autre bon achat que j'avais fait, Pipo Fiorelli qui signe à la Visma, pareil, je l'ai chopé, je l'ai pris à 50 balles en jaune, je l'ai chopé au début de l'année. Donc il y a aussi des périodes creuses sur les marchés sur Side Limit, notamment quand les courses s'arrêtent, donc ça dépend aussi beaucoup du moment où la carte est mise en vente, mais forcément Bini c'est une marque, je pense que ça va faire décoller les enchères. Alors après, à chacun de voir quelle est sa stratégie. Est-ce qu'on est là pour faire du scouting? Est-ce qu'on est là pour gagner les compétitions? Et surtout, quel Bini? Ouais, et puis, c'est ça, quel Bini, parce que tu le soulignais un peu en privé, et je suis totalement d'accord et raccord avec cette analyse. C'est le fait est que s'il signe chez Israël, on va pas se mentir, au vu de la stature de Bini, de ses résultats passés, ça reste quand même un gros contrat. Ah, je pense qu'il fait x10. Sachant que Intermarché est l'équipe World Tour qui paye la plus mal. Oui. Et le truc, c'est qu'il faut quand même prendre en composante le facteur psychologique et familial. C'est que les coureurs africains, quand ils signent un gros contrat, peuvent aussi un peu se reposer sur l'argent qu'ils mettent en banque pour eux, pour l'avenir et pour la famille. Et ça peut très vite en fait nuire sur le sportif et la fin de carrière. Alors après, je vais extrapoler un peu sur certains marathoniens.
voilà, qu'on voit faire des one-time qui viennent souvent d'Afrique de l'Est et qui viennent voilà de milieux vraiment très très pauvres et ils calculent un petit peu en fonction de ce qu'ils vont gagner, ça paye une ferme, ça peut permettre à la famille de se nourrir, de vivre sur 2, 3, 4 générations, mais je vais le tirer pas forcément aux coureurs d'Afrique de l'Est, aux coureurs cyclistes, aux coureurs à pied, mais plutôt on va dire des sportifs qui sont issus de milieux assez pauvres. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup avec les footballeurs brésiliens, tu vois, typiquement des mecs comme Ronaldinho, comme Neymar, ils sont partis de rien et à un moment donné ils prennent de l'argent, ils ont une hygiène de vie dégueulasse et à 28 ans c'est compliqué. Dans le vélo on a aussi Fernando Gaviria. Moi je pensais vraiment que quand il était chez Lefebvre on allait avoir affaire au plus grand sprinter de tous les temps. Quand il commençait à claquer des sprints contre Cavendish, en reprise de saison, qu'il avait 20 piges sur le Tour de Colombie ou sur le Tour de Sandroide, je me disais mais c'est quoi ce mec quoi ? C'est quoi ce mec ? Et Nando il s'est embourgeoisé. Nando c'est aussi un mec qui vient d'un milieu très très pauvre. Donc c'est quelque chose qu'on voit assez souvent dans le sport. Les sportifs issus de milieux vraiment très très modestes, à un moment donné, voilà, il y a une bascule. Alors ça, c'est une interrogation et c'est là où on voit la différence entre les très très bons et les immenses champions. Le contre-exemple, c'est Cristiano Ronaldo qui s'est toujours juré d'émanciper socialement sa mère. Bon bah lui, c'est plus. Mats Pedersen aussi, qui est issu d'un milieu modeste. Maintenant c'est bon. Je pense que son père, il l'a sorti de la merde, mais il y a un truc. Donc à voir si Bini va avoir justement le vélo, c'est dur. Est-ce qu'il va avoir cette grinta, des immenses champions? Ça sera l'une des interrogations de 2026. Mais moi, au niveau des prix qui vont décoller, moi sur ma stratégie side limit, c'est pas forcément un move sur lequel je vais aller. Thibaut, viens sur la Vuelta. Ouais, carrément. Où tactiquement, il y a des choses à dire. Donc l'Angliru, donc. Almeida qui bat Vingegaard. Aujourd'hui, match nul entre les deux. Alors moi, Thibaut, j'ai envie d'aller vers toi pour la stratégie des UAE. Alors c'était une partie du podcast d'hier que vous n'avez pas entendu. On se demandait quelle tactique pour les UAE, comment cibler un petit peu les différents spots où on va faire un petit peu trébucher Jonas Vingegaard. Toi, tu étais plutôt sur une stratégie de continuer à courir exactement de la même manière, à savoir brouiller les cartes, envoyer des leurres à l'avant. On pense que c'est pour la victoire d'étape, mais à la fin c'est pour un saut de puce, essayer de vraiment tout embrouiller. Moi j'étais plutôt sur une stratégie type Visma Giro 2025, à savoir essayer de coller le plus possible au basque de Jonas, le grignoter petit à petit et le taper sur la 20e étape. Et aujourd'hui avant l'étape, Thibaut, les déclarations de Machín Fernandez que tu vas rappeler. On reste auprès de Joao Almeida. C'est tout pour lui aujourd'hui. Voilà. Et résultat, qu'est-ce qui se passe ? On met Birg et Soler en échappée et au cours de l'étape, ça prend quand même pas mal d'avance. Au cours de l'ascension du San Lorenzo, on voit les Emiratis commencer à mettre en route et là on se dit allez, ok, Soler sert de relais à l'avant, Almeida va attaquer. Ce qui fait que si je reviens sur mon pic solaire que j'ai eu la chance de valider, avec toi et ta quadruple chance aussi, je pense honnêtement qu'au vu des circonstances de course, des déclarations d'Almeida, de Machín Fernandez, de Marc Soler et du déroulé de course, même si le bet est validé, il faut le rappeler, en paris sportif, tu peux valider un mauvais bet comme tu peux ne pas valider un très bon bet. Pour le coup, je pense que c'est un mauvais bet qui est validé. Faut être honnête là-dessus. Ouais, c'est vrai qu'il faut revenir toujours sur l'analyse et uniquement sur l'analyse. Alors, toi, tu penses vraiment que ils ont changé les plans en cours de route et que Soler était vraiment censé être à l'avant pour tenter un saut de puce? Il attendait. Il l'a dit lui-même en interview. Il attendait que il y ait un mouvement d'Almeida, mais bon, en fait, il y avait peut-être un peu trop d'avance, on va dire. Et de vent de face aussi. Le vent de face peut-être un peu trop bloquant et du coup on l'a autorisé à aller vers la victoire, mais on l'a vu dans son comportement aussi. Il savait pas trop quoi faire, il attendait sa voiture, les consignes, il savait peut-être même pas les écarts avec le peloton, il s'attendait à ce qu'on
joignent peut-être un peu plus facilement, tu vois. Donc ouais, je pense que le plan quand même a été modifié en cours de route. On s'en sort plutôt bien, on va dire, puisque bon, Almeida ne perd que quelques secondes de bonification face à Vingegaard et puis on remporte une nouvelle victoire d'étape. Mais honnêtement, bon, je pense qu'on refait ce scénario 1000 fois. Je pense que le pic est EV-. Est-ce que tu penses pas? Parce que moi, je me suis demandé à un moment donné, quand j'ai vu UAE rouler sur UAE, je me suis dit, mais ils nous font une Movistar là. Et puis à la fin, je me suis dit, mais en fait, le coup est génial. Est-ce que tu penses pas que, je pense que Machin, ça doit quand même, pour être là où il est, c'est de toute façon un stratège. Est-ce que tu crois pas qu'il serait en train de là où il est, c'est ça, un stratège qui mise toujours sur les meilleurs coureurs, qui dans l'histoire a misé sur les meilleurs coureurs, qui son scouting se résume à avoir une bonne connaissance des bons cadets et des excellents juniors. Mais bon, enfin ça, honnêtement, c'est peut-être un peu plus facile. Ça demande quand même de s'intéresser, mais bon, voilà. En termes de scouting, on a peut-être vu meilleur prospect. Et je me garderai tout commentaire sur les équipes passées où, en tant que stratège, on a eu de bons coureurs qui ont été stratégiques du côté de la pharmacie. Oui. Et dédicace à Ricardo. Putain, moi, Ricardo Rico, mais je pense tout le temps à lui. Oui, bien sûr. Mais je suis pas sûr que être stratège avec les meilleurs coureurs et pouvoir faire n'importe quoi avec eux, mais être pallié stratégiquement par leur force, ce soit de la stratégie. Après, le truc, c'est qu'ils ont quand même un mec qui est censé être plus fort qu'eux en face. Sur le papier en tout cas, parce que je pense que il faut prendre un truc en considération quand même, hein. C'est que Almeida, ça fait quand même plusieurs fois cette année qu'il tape Jonas Vingegaard, hein. Donc quand un mec, quand sur une saison, quand sur 6 mois tu l'as tapé 3 ou 4 fois, mentalement c'est pas la même chose, hein, que quand tu tombes sur un mec qui tu vois, et de l'autre côté tu doutes, hein. Faut se rappeler à un moment donné, c'était Carapaz, c'était la bête noire de Roglic. Tu vois, donc il y a aussi un peu ce côté psychologique. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que du côté des UAE, est-ce qu'on n'aurait pas choisi l'option en interview d'aller raconter mais n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, de faire tout l'inverse de ce qu'on dit. Moi, c'est ce que je ferais à leur place pour essayer, mais d'embrouiller le plus possible Vingegaard qui doit commencer un petit peu à douter. Tu penses qu'ils sont pas dans ce niveau de réflexion? Non, je pense pas. Après, le truc, c'est que j'ai l'impression, mais c'est aussi un peu un pattern du côté des Visma Lease Bike que cette année, et depuis le Tour de France, hein, on le remarque cette année, c'est je dis quelque chose en interview, il se passe l'inverse. Et ça, tu penses que c'est pas du bluff, tu penses que c'est pas forcément quelque chose de volontaire? Je pense pas. Sur cette étape, je pense pas, honnêtement. C'est juste qu'on a vu un gros coup, tout le monde sortir, un gros groupe. On est resté à l'avant assez alerte et puis on a figuré parmi les coureurs de tête. Mais la présence à l'avant, alors que c'était une interdiction, honnêtement, non. Et ils s'en sont tenus au plan. Et le plan, c'était de rouler dès le San Lorenzo. Que t'aies quelqu'un à l'avant ou que tu l'aies pas. Alors, à l'inverse, Thibaut, je te posais la question hier, mais bon, finalement, la situation n'a pas bougé par rapport à hier. T'es du côté de la Visma. Alors, j'ai envie de te dire la même, hein. Vingegaard a dit qu'il voulait gagner l'étape. Bon, finalement, il a l'air tout content de faire deuxième. Enfin, clairement, aujourd'hui, ils ont joué défensif, quoi. S'ils avaient voulu embrayer avec les UAE pour aller chercher Soler et jouer l'étape, honnêtement, il y avait moyen. Oui, après, est-ce que tu as envie de cramer tes cartouches? Tu vois que Jorgensen lâche aussi dans la bosse. Tu vois que les Emiratis sont en train de se tuer, que tes adversaires sont en train de tuer leurs coéquipiers. Donc, garde le maximum auprès de Jonas et tu vois si tu rattrapes Solaire ou pas. Tu vois, ça reste un bonus pour le moment. T'as encore un crédit de temps, donc autant en profiter. Et puis, si tu rattrapes Solaire, t'es pas à l'abri de ne pas te faire poutrer au sprint par Joao Almeida. Donc au final tu lui prends 2 secondes, mais tu peux lui en offrir 4 en termes de bonification. Donc je pense que aller gagner une étape de plus, pour le moment, c'est pas l'objectif. L'objectif c'est de gagner du temps, mais c'est pas de gagner des secondes.
de gagner proche de la minute pour se mettre avec un matelas plutôt confortable avant le chrono. Que si tu grappilles 4 secondes par 4 secondes, honnêtement, je pense pas que Vingegaard au matin du chrono soit le plus serein du monde. Est-ce que du côté des UAE, au final, hein, pour finir sur cette stratégie, est-ce que la vraie stratégie, ça serait pas d'essayer dès cette Vuelta 2025, de mettre le sbeul dans la tête de Jonas, à savoir que même s'il gagne cette Vuelta à l'arrache contre le premier, voire peut-être même le deuxième lieutenant de Pogačar, hein, parce qu'on a aussi du Del Toro, enfin il y a d'autres très très bons coureurs du côté des UAE. Est-ce que finalement on va pas, alors encore pire si Almeida gagne la Vuelta, mais est-ce que le plan finalement c'est pas de torpiller la Visma de l'intérieur, à savoir que si on bat Almeida à l'arrache, on va se dire mais le Tour de France 2026 contre Pogačar, ça sera encore plus injouable que injouable. Et est-ce qu'on va pas commencer à réfléchir, Jarno Vildar qui devrait logiquement signer à la Visma, est-ce qu'on va pas petit à petit, est-ce que si vraiment Vingegaard le gagne à l'arrache, ou pire encore s'il le perd, est-ce que c'est pas le début de la fin du prime Vingegaard? Est-ce qu'on n'est pas en train de le vivre? Alors qu'il reste très fort, hein, attention. Est-ce qu'il n'est pas passé son prime? Faut rappeler son âge, faut rappeler les conditions aussi de l'année dernière, avec des surperformances de pas mal de monstres et de pas mal de coureurs de certaines équipes dont on a eu potentiellement une petite source d'explication. Ouais. Oui, c'est sans doute passé. Et là, l'objectif là, honnêtement, et je me dis, je le répète, pour moi sur le Tour de France, on jouait la double carte sur le podium, à savoir Tadej Pogačar qui gagne et mettre Almeida sur le podium, et si possible à la deuxième place pour tuer psychologiquement le Danois. Et l'objectif de cette Vuelta peut demeurer, essayer de mettre un coup au moral aux Danois. Parce que tu vas pas gagner la Vuelta, qui est ton lot de consolation, face au meilleur lieutenant de Tadej Pogačar, un lieutenant qui est quand même dans un style de course dominé largement en haute montagne par un très bon et un Jonas Vingegaard prime, même sans être prime. Donc je pense que tu peux déjà lui mettre un coup derrière la tête et commencer à gagner ton Tour de France 2026 psychologiquement dès maintenant. Oui, et puis complètement faire exploser la stratégie et les plans de la Visma. Ça je pense que je pense que Vingegaard, même si même déjà pour gagner, je pense qu'il va devoir aller dans tous ses retranchements. Donc pour l'instant, le plan des UAE est quand même pas trop mal. Thibaut, on bascule sur le parcours de cette 15e étape, en rappelant qu'il y a des previews écrites sur le site Vélo Futé, les previews d'Enzo également sur son site The Big Gear. Donc là c'est en audio, vous avez en visuel sur le site Vélo Futé. Thibaut, je t'écoute pour le parcours de cette 15e étape de la Vuelta. Je l'ai pas encore publié du côté de Vélo Futé, mais on est tant que je finisse l'épisode, il y sera. Je pense qu'il sera publié vers 22h30. Oui, le temps que je monte, sur les plateformes de podcast, voilà. Ceux qui écoutent sur YouTube, dans les premiers, vous l'avez peut-être pas encore, mais ceux qui écoutent sur Apple Podcast, c'est bon. On a une étape de 160 km avec presque 3300 mètres de dénivelé positif. Donc tu vois, c'est pas la petite étape qui est prévue au sprint avec un petit dénivelé. Et quand tu vois le condensé de vallons qu'il y a dans les 92 premiers kilomètres, tu te dis oulala. D'ailleurs, si tu te rappelles, Vuelta 2021, étape numéro 19. Ouais, Jasper Philipsen, je me rappelle très très bien. Et l'étape 19. Ouais, 2021. Ouais, 3000 mètres de dénivelé positif, un putain de vent de face. Non, c'est pas celle-ci. Ah, c'est pas celle-ci, d'accord. C'est pas celle-ci. Je vais te rappeler, parce que en fait, ce départ avec cette bosse et tout ce relief, c'est la même que l'étape 19, sauf que quand tu passes les derniers petits vallons qui sont pas répertoriés, en redescendant, on allait
vers l'Hugo. Là, on descend immédiatement, on va dire, vers la ligne d'arrivée. Une ligne d'arrivée qui était la même et qui est assez spéciale, où il y avait des pif-paf. Sur cette étape, en fait, on avait Nico Denz à l'avant, mais malgré tout, on a eu les DSM dans le peloton qui ont roulé pour Alberto Dainese, qui était dans une forme tonitruante. Et cette étape, si tu te rappelles pas, elle a été remportée par Magnus Cort Nielsen, qui avait un coéquipier avec lui dans l'échappée, devant Rui Oliveira et Quinn Simmons. Dans le peloton, on avait joué assez malin aussi du côté des IF, où dans les derniers virages, on avait un peu coupé l'allure du peloton. Mais c'est une étape qui avait été remportée par l'échappée, qui avait résisté au souffle du peloton. Ouais, l'étape dont je parlais, ouais, c'était l'année d'avant, l'étape 15 de la Vuelta, où il y avait un énorme dénivelé positif sur la course, et on avait 4448 mètres de dénivelé sur l'étape, 4448 mètres, victoire de Jasper Philipsen. Donc ça c'était absolument pas prévu. Oui, la victoire de Magnus Cort en 2021 avec une belle bataille entre le peloton et les échappés. Très très important, Thibaut, sur cette étape. J'en parlais à l'instant. Le temps, le vent, la météo. La météo, on est sur du. On est sur du quoi? Je l'ai mis sur. Il n'y a pas de risque de pluie. Non. Partiellement couvert. Ouais, petit risque de pluie, mais surtout le vent, quoi. Vent de face. Voilà. Vent de face, 18 km/h. Pas mal. C'est vrai, pas mal, mais bon, tu peux te dire, est-ce que ça remet pour autant dans le jeu les sprinters, en sachant que on a un départ relativement assez difficile, que tu vas avoir beaucoup de monde qui va vouloir être devant, qui va attaquer, et puis en fait que ce scénario de course, soit l'échappée, soit le groupe des leaders, le peloton, du moins ce qu'il en restera, tient entièrement dans les mains de la Lidl Trek, en fait. Et la clé de voûte, c'est Mats Pedersen. Est-ce qu'il choisit d'aller aux avant-postes ou est-ce qu'il choisit de maîtriser le peloton? C'est toute la question, parce que les 92 premiers kilomètres semblent si incontrôlables qu'il est peut-être sage de s'exporter à l'avant et de s'éviter une corvée pour l'équipe, d'autant plus avec le vent de face où tu vas cramer quand même pas mal d'éléments. Il faut bien prendre en compte pour Mats Pedersen que parfois la meilleure défense c'est l'attaque. On l'avait vu du côté de Saint-Etienne en 2022 sur le Tour de France. Mais je rappellerai quand même que ce début d'étape me paraît relativement assez incontrôlable malgré le vent de face. Donc est-ce qu'on partirait pas sur un groupe d'échappés? Peut-être, mais dans tous les cas, il y a une clé de voûte, c'est Mats Pedersen. Il va falloir quand même se mettre dans la tête que sur cette étape, il est inexpugnable. C'est-à-dire que tu ne peux pas ne pas composer avec. Alors c'est bien, Thibaut, hein, t'anticipes toutes mes questions, parce que justement, j'allais venir dessous, clé de voûte de l'étape, à savoir Mats Pedersen et la Lidl Trek. Alors, je vais te poser la question parce que moi, je retourne l'histoire dans tous les sens. Je suis assez d'accord avec toi, je pars plus sur un gros groupe à l'avant plutôt que, sachant qu'en plus Jasper Philipsen, je pense pas qu'il ait retrouvé des aptitudes de grimpeur par rapport à la semaine dernière. Donc, et puis en plus les Alpecin sont décimés, il manque de coureurs. Donc à part eux, je vois pas pour qui. Israël, je pense que Israël aurait même intérêt à essayer de placer Jack Stewart à l'avant sur l'histoire. Parce que sachant qu'en plus, au début de la Vuelta, le DS avait dit que pour les sprints, ça serait Vernon, mais qu'il y aura aussi des opportunités en échappée pour Jack Stewart. Donc si Jack Stewart, on lui donne pas une opportunité en échappée sur celle-ci, je vois pas ce qu'il est venu foutre sur la Vuelta à part faire pépé pour Ethan Vernon. Je pense que c'est un coureur qui est capable de plus. Donc je pense qu'on est assez d'accord sur le scénario échappé. Moi, je vais te poser directement la question, Thibaut. Sachant qu'en échappée, la loi du surnombre sur ce type d'étape, ça va être très important. On a vu aujourd'hui, par exemple, sur cette étape de samedi, que les UAE n'étaient que 2 face, par exemple, à 5 décathlons, mais le parcours faisait que un mec comme Marc Soler, avec Bjerg dans les pattes, était quand même très très compliqué à prendre. Là, ça va être complètement une autre limonade. On va avoir des portions de plat, on va pouvoir tenter des moves que la Lidl Trek,
te paraît battable sur cette étape. Bah oui. D'accord. Sachant qu'ils vont être... Oui, après, on peut toujours être battu, évidemment. Mais enfin, ils ont quand même les putains de notes. En plus, il n'y a plus de Chicone à protéger. Julien Bernard arrête pas de dire qu'ils veulent une étape, c'est ce qui leur manque, ils tournent autour depuis le départ. Je vois pas comment ils peuvent être battus. Ah ouais, si, ils peuvent, parce que quand tu mises sur Mats Pedersen, va falloir quand même maîtriser un groupe qui va entièrement jouer contre toi. Et il va falloir qu'au-delà de la solidité de Mats Pedersen, que ses coéquipiers soient phénoménaux dans la maîtrise de tous les coups. Justement, c'est ça. C'est-à-dire que, est-ce que tu joues pour Mats Pedersen ou est-ce que t'en profites pas aussi si, admettons, allez, t'es à 4 à l'avant, Baggioli, Bernard, Verona, Krak Andersen, ça me paraît un peu compliqué. Je pense. Chicone, il se passe quoi, Chicone? Il y a un problème. Il est pas ce que nous disait Enzo l'autre fois là. Il y a un souci à la selle, non? Ouais, c'est ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Il a déjà eu un kyste au cul, on va dire. Et là, ouais, non, c'est compliqué. C'est encore des problèmes communs à la selle et on voit Chicone c'est un peu game over, quoi. Donc s'ils sortent à 4, est-ce qu'on peut pas à un moment donné, je sais pas, par exemple après le sprint bonification, si Verona ou Baggioli partent à l'avant, je veux dire derrière c'est aux autres de travailler, quoi. Et souvent c'est très souvent un peu ce qu'on voit dans ce type d'étape. Alors après tout dépend de la composition du groupe, mais très souvent ce qu'on voit typiquement sur les Flandriennes, c'est que très souvent le premier qui prend l'initiative est récompensé et l'équipe qui se retrouve avec le surnombre à l'avant, généralement c'est compliqué d'être battu. Donc dans la composition de l'échappée, je vois pas, si tu veux, quelle est l'équipe qui pourrait se retrouver avec plus de coureurs que la Lidl Trek. Ah ouais, mais c'est pas parce que t'as plus de coureurs que tu gagnes pour autant. Parce que le truc, c'est que dans ces cas-là, ça veut dire que tu joues du surnombre. Donc tu joues du fait du marquage de Mats Pedersen. Mats Pedersen, très clairement, doit tréfler à peu près tout le monde au sprint dans un groupe d'échappés. Mais si c'est pas Mats Pedersen, si c'est un autre qui part, est-ce que tu leur donnes à tes coéquipiers les notes par rapport à d'autres mecs dans l'échappée? Je suis pas sûr. Donc si c'est pas Mats Pedersen qui est présent pour la victoire dans une fuga de la fuga et que c'est un de ses coéquipiers, honnêtement, la course, elle est absolument pas gagnée pour les Lidl Trek malgré la surreprésentation. Disons qu'un mec comme Baggioli qui a une très très bonne pointe de vitesse, faut qu'il choisisse bien les mecs avec qui il va partir, s'ils s'en vont à 2 ou 3 ou 4. Faut qu'aujourd'hui aussi, les efforts d'aujourd'hui, il ne les paye pas. C'est aussi ça le truc. Voilà, alors aujourd'hui il est sorti, Verona est aussi sorti aujourd'hui. Maintenant, la question que je te pose, ils se sont quand même relevés, ils ont pas fait la dernière ascension à fond. Ils ont roulé dans un gros groupe assez consistant. Bon, globalement, à part, bon, tu me diras, c'est quand même un effort, mais à part l'avant-dernier col qu'ils ont fait à fond, est-ce qu'ils ont fait vraiment beaucoup plus d'efforts que les mecs qui étaient derrière? Mais c'est compliqué. Par exemple, tu vises un mec comme Verona, il doit absolument arriver en solitaire avec ce vent de face, trois quarts face. C'est compliqué. Alors après, le sprint intermédiaire, t'as quand même quelques petites bosses, et puis après, c'est suivi d'une descente où t'auras vent de côté. Donc, est-ce que dans la descente, tu serres pas le truc, tu t'extires d'un groupe et justement tu prends quelques mètres et derrière ça se regarde un peu, ça hésite, tu prends du champ, mais tout seul tu ne peux pas résister parce qu'après c'est quand même des bons bouts de ligne droite où on t'a toujours en visu et où les conditions ne sont absolument pas favorables pour toi. Et donc un mec comme Verona, s'il va aller au bout, faut qu'il soit accompagné, mais s'il est accompagné, il est battu. Donc c'est pour ça que je te dis. Est-ce que Verona peut pas le faire Bah non, justement, c'est impossible. Il y a trop de visu. Avec ce vent, tu décales au maximum ta fuga de la fuga, on va dire, ton mouvement d'attaque. Mais en décalant ce mouvement d'attaque, de toute façon, dans tous les cas, tu te dis que ça va être globalement maîtrisé jusqu'au sprint intermédiaire. Parce que tout le monde n'aura pas envie de tenter de trop loin avec ce vent de face. Il va falloir se rapprocher le plus, et puis dans tous les cas, plus on va se rapprocher du sprint intermédiaire, plus les Lidl Trek vont maîtriser pour que Mats Pedersen aille y prendre les points assez facilement. Mais après, faut maîtriser le groupe, et après sur ces routes, en fait, il y a quand même énormément de visuels sur l'avant, donc tu peux pas le faire en solitaire. Donc visuel, vent de face, s'ils sont à 4, c'est la victoire de Mats Pedersen, quoi. Mais c'est ce que je te dis, c'est que si les Lidl Trek veulent gagner, faut que ce soit Mats Pedersen. Si c'est un coéquipier qui prend le large avec, je sais pas, 3 mecs, et que ça commence à prendre le large, et que Mats Pedersen est derrière, et que du coup il dit aux autres démerdez-vous.
Mais enfin, c'est absolument pas gagné pour ses coéquipiers devant. Donc c'est ce que je te dis. C'est le surnombre, c'est bien avec la Lidl Trek, mais ils n'ont course gagnée que si Mats Pedersen est là pour la victoire. S'il est dans le groupe derrière de contre, c'est foutu. Enfin, c'est foutu. C'est jamais vraiment foutu, mais ils ont absolument pas les nets. Donc pour moi, en fait, le surnombre sert à rien pour son équipe, hormis maîtriser absolument et faire un all-in sur Mats Pedersen. Mais ça implique de splitter en quatre, de faire énormément d'efforts vent de face. Hein. Je suis honnêtement pas sûr que ce soit un péno pour les Lidl Trek. Et surtout que s'il y a un mec comme Jack Stewart qui se balade par hasard dans l'échappée, Stewart au sprint, il peut. Après, le problème c'est qu'on l'a pas vu, on l'a pas trop vu. Il peut espérer trifler Mats Pedersen. Oui. Ah oui, Stewart, sur sprint plat, je pense que oui, Stewart, on fait 10 sprints, je pense qu'il lui en prend 6 ou 7, hein. Ça, il y a pas trop de soucis avec ça. Thibaut, quel est ton pronostic pour cette 15e étape de la Vuelta? Je suis encore assez indécis sur certains noms, mais je pense honnêtement, dans ce final, avec un petit peu de marquage dans un groupe, est-ce que un mec type Gavier peut pas s'extirper et aller gagner cette étape? C'est possible. Oui, il y a des noms quand même, tu vois, Cocard, pour toi ça passe ou pas? L'impression qu'il y est pas, le Coq. Ah oui, ça doit passer, mais est-ce qu'il mise sur l'avant? Est-ce qu'il a envie de sur l'avant psychologiquement? Et est-ce qu'il y est maintenant? Tu vois, on a l'impression qu'il a un peu quitté cette Vuelta dans ses interviews. Donc je suis moyennement emballé par Cocard. Non, moi il y en a un qui me plaît bien. Hein. Il y en a un qui me plaît bien parce que Ben Turner. On voit sur les sprints fatigués. Après, le problème, c'est que c'est cette première ascension de 16 bornes, quoi. Est-ce qu'il passe? Mais moi, je suis Ineos. J'essaye discrètement. Et Pipo Ganna dans un petit groupe. Notre Pipo Ganna, tu vois. Ouais, mais il a pas l'air de bien passer les bosses hein, là, sur cette Vuelta. Résultat, là, il est tous les jours, il est au-delà de la 149, 142, 127, 135, 116, 138, 124, 143. C'est un peu compliqué, quoi. Cherche des mecs un peu rapides. On l'a vu déjà aujourd'hui, il a commencé à se montrer. Il est de retour de maladie. Il a dit qu'il se sentait mieux et ça se voit. Il s'est peut-être porté un peu à l'avant, mais en étant malin, qu'un Léo Bisio, ça peut pas retenter. Possible. Après, est-ce que c'est ma préférence? Pas vraiment. Moi, je t'ai dit, dans un scénario late, un petit Alex Segert, ça peut être vraiment pas mal. Hein. Ouais, mais alors, est-ce que il est en forme? Il s'est préparé. Le départ, c'est ça? Non, oui, si, je pense, il s'est parfaitement préparé. Ça, j'ai pas de doute sur son état de forme. Maintenant, le vent de face, quoi. Ouais, mais je te parle vraiment du final dans la ville. Du final dans la ville où, justement, ça va se regarder peut-être un peu. Tu peux tenter dans un groupe. Ce serait peut-être même un scénario Fuga de la Fuga. Ouais. De la Fuga. De la Fuga. On a un gros groupe de 30 qui s'extirpe au départ, tu vois. Ça convient au peloton, on laisse partir. Après, dans le final, un peu après le sprint intermédiaire, comme je te dis, ça peut peut-être casser. T'as un groupe de 6-7 qui y va. Il y a ou il n'y a pas Mats Pedersen. Et dans ce final assez décousu, une fois en ville, dans un groupe de 6-7, est-ce qu'un Alex Segert qui fait la blague en plaçant une late fond de groupe, sprint décollé au kilomètre, ça peut pas hold jusqu'au bout? C'est possible. Un mec comme Plancard, ça peut passer? C'était mon hésitation aussi. Je me demande si je partirais pas sur un mec rapide comme ça, typé poisson pilote, et qui va chercher un résultat. Et Edouard Plancard, c'est sans doute le premier nom auquel penser. Hein. Or, Luis Aolar, en principe, il doit être là. Et en logique, sur sprint plat, ça peut être au moins aussi rapide que Pedersen. Ouais. Après, est-ce que c'est pas des mecs que j'ai envie de tenter, on va dire, en live plutôt que pré-live, peut-être? Non, mais dans les équipes surreprésentées, honnêtement, on les a vus aujourd'hui, ils étaient déjà surreprésentés. Est-ce que demain, ils le seront pas encore? Les Décathlon AG2R, si je dois cocher deux noms, c'est Jordan Labrosse et Léo Bisio. Hein. Moi, j'ai quand même l'impression que ça va être, si c'est au moins un petit comité, ça va quand même sprinter, quoi. Je sais pas, à 6, à 8, à 10, à 12, mais ça va quand même sprinter. Moi, je vois un peu
les deux sont pas ridicules. Hein. Alors après, La brosse et Visio, c'est pour ça que je te dis ces noms-là. Hein. c'est vrai. Alors Après, moi, je me dis que l'avantage, tu vois, c'est avec mes résultats d'aujourd'hui et ce petit jeu du Bang sur Patrick Bruel, j'ai pris 50, 5 et 5. Donc, j'ai 60 euros de free bet. Je pense pas mettre un centime d'argent réel et je pense que je vais dépenser mes free bets sur des cotes à 3 chiffres. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est une étape à parler en live. Alors, il y en a un aussi qui semble assez favori logique sur ce genre d'étape, de scénario où on sait jamais trop ce que ça va donner et qui est devenu un spécialiste de ça, Nico Dens. Nico Dens, c'est complètement une étape pour lui. Et puis il est en forme, hein, ce con, il nous l'a montré. À un moment, je me suis demandé s'il avait signé chez UAE à nous faire une petite dérive de monte. Mais visiblement, Jane Lay croyait aussi bien en lui. Donc non, Nico Dens, puis en plus ça, voilà, ce genre d'étape, il sait. Lui, il connaît jamais la fatigue. Hein. Ah oui, non, oui, c'est complètement une machine. Après, du coup, il est vraiment dans le viseur des boucs parce qu'il a 23, quoi. Ouais, voilà. Ah oui, bah comme il l'a déjà fait plusieurs fois, forcément. Thibaut, et bah écoute, on va passer au récap des pronos avant de passer à la Grande-Bretagne. Quel est, ton ou tes pronos pour cette 15e étape de la Vuelta? Je vais réfléchir encore. Ça, c'est sûr que je prends Alex Segert. Je vais tenter je t'ai dit des free bets, honnêtement. Ça mangera pas de pain et puis ça m'impactera à rien du tout. Donc je vais mettre du free bet sur Alex Segert, sur Jordan Labrosse et sur notre ami Léo Bizio qui commence à retrouver un peu de couleur. Bah moi ça sera de la fantaisie pour cette étape. Aucun bet en bankroll. Amis manager de Side Limit, sachez que dans mes équipes il y aura du Pedersen, il y aura du Orluis à Olar. Et en troisième nom, ça dépend sur mes équipes, mais je pense que je vais un peu tourner entre Dens, Turner et Plancart. Voilà, ça va être à peu près. Puis après, bah évidemment, je couplerai avec les cartes qui sont encore disponibles dans ma galerie. Donc évidemment, il y aura du Jake Stewart en Ligue 1. Ça c'est sûr. Mais voilà, ouais, effectivement, c'est plutôt effectivement une bonne étape. Je suis assez d'accord, une bonne étape à parler en live. Moi, voilà, personnellement sur cette 15e étape de la Vuelta. Après, de toute façon, si tu veux toucher les cotes les plus hautes, il va falloir être branché sur le live écrit. Parce que l'étape part à 13h05 et le live TV n'est qu'à 14h45. Donc, si tu attends le live TV, tu auras des cotes qui seront ajustées par rapport à la composition d'échappée, par rapport à la situation de course aussi. Donc, faudra essentiellement brancher sur le live textuel et être très rapide. Si tu veux, par exemple, je sais pas, je te dis un coureur vraiment au hasard comme ça, le premier que je vois dans la liste. Tiens, Tim Van Dyke qui est à 250, tu vois, tu l'auras à 250 si tu es très rapide sur sa mention écrite, si le book n'a pas frisé. Par contre, si tu attends le live TV, honnêtement, et qu'il est devant, il sera plus à 250, il sera sans doute plutôt à 15 parce que ça reste 15-20 parce que ce sera un mec rapide, tu vois. Donc il sera parmi les favoris du groupe d'échappés. Bon, évidemment, je prends en compte le fait qu'il y aura toujours un Mats Pedersen, peu importe la situation de course. Si c'est maîtrisé par le peloton, Mats Pedersen restera favori parce que son équipe va maîtriser et va laisser un écart faible. S'il est devant, Mats Pedersen, étant déjà favori des boucs, le sera encore plus. Ouais, mais c'est ça en fait le truc, c'est que Pedersen, il a un peu perdu sur son sprint plat, il a tellement progressé dans tous les domaines qu'il a un peu perdu sur son sprint plat que même sur un sprint, allez, on va dire à 25-30. Je pense qu'il est prenable, hein. Et je pense que la stratégie, je sais pas, tu vas prendre quelle équipe en stratégie là pour ta preview Vélo Futé? Jusqu'à présent, je les ai pas repris parce que j'étais quand même pas mal fatigué, j'avais pas mal de trucs annexes à faire en plus du boulot le matin, des étapes et de la rédaction, donc je me suis pas concentré sur les briefings. Hein, si t'as bien regardé. Pour moi, la stratégie elle est simple. T'es le DS d'Israël, voilà. Par exemple, tu dis au mec de tout faire pour placer Stewart dans l'échappée. Voilà. Le plan, c'est de placer Stewart dans l'échappée. Donc, tu utilises Pierre-André Côté, Frigo, Reisberg. Voilà, tu mets Stewart dans l'échappée. Et une fois qu'il est dans l'échappée, tu ne t'occupes de rien.
tu laisses les Lidl Trek se démerder. Voilà, t'es vent de face, tu te reposes, tu prends ta canette, tu tapes la discute, tu fais un relais, on va dire, diplomatique de temps en temps, et voilà. Et Oui, mais ça c'est normal dans l'échappée. Mais tu les laisses se démerder, tu leur mets la pression. Tu parles dans l'échappée, hein. Ouais, Tu parles dans l'échappée, ouais. pas dans. Ouais. Ouais, Oui, mais mais ça c'est logique. Mais je pense que pour pas mal de, tu vois, pour les 5 Cofidis qui restent, bah, je pense que le coup pour Cocard, bah, s'il a une grande journée, pourquoi pas. Donc tous ceux qui ont des mecs qui sont un peu rapides, sachant qu'en plus on sait que Pedersen des fois il en fait un peu trop, il va vouloir un peu, tu vois, se friter pour son sprint intermédiaire, et voilà, il va forcément y avoir aussi des équipes un peu en surnombre, ils vont se faire un peu agresser à droite à gauche. Donc forcément, tu vois, tout ça mis bout à bout fait que un mec qui a une bonne pointe de vitesse et qui est pas forcément un mec qui sait véritablement se placer, tu vois, par exemple un mec comme Madouas, je sais plus où j'avais lu que il paraît qu'à l'époque à la Française des Jeux il tapait des marres sur certains sprints. Un mec comme Madouas, il aime pas frotter, par contre il a une pointe de vitesse, alors il est pas sur la Vuelta, mais par contre il a une, voilà, il y a aussi, on peut aussi voir des mecs dont on soupçonne pas forcément la pointe de vitesse. J'ai dit misère, non c'est bon, j'ai une autre idée à la con. Ah, non, j'ai une autre idée à la con. Les gens veulent avoir ton idée à la con, Thibaut. Quand tu regardes la compo de Arkea, tu penses à qui? Jente Biermans. Non, moi je pense pas. Je pense à son poisson pilote. Léon Louzoué. Il passe plutôt bien les bosses. Ouais. Il est rapide au sprint, en petit groupe. Et il est à 750. Hein. Ouais. Ah, comme disait Gilou, hein, c'est un peu le genre d'étape où j'ai envie de dire. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Ouais. Le proverbe de Gilou, la légende, quoi. Non, et puis ils sont plutôt pas mal les Arkea en ce moment. Alors oui, ça paye pas trop de mine en termes de résultats, mais attention, hein, Pierre Thierry, Léandre, même Louis Roland, il se montre constamment dans les groupes de devant. Donc ouais putain, et Léandre, il me botte bien quand même. Hein. Parce que s'il passe ses ballons, qu'il est devant. Thibaut, on va ouvrir un podcast dans le podcast, puisque tu en parles. Voilà. Le coup tordu, voilà, c'est le nom du podcast. Arkea, puisque t'en parles. Donc voilà, on va clôturer. Donc, récap de tes pronos, Thibaut. Donc, t'as dit la doublette Décathlon, Labrosse, Bizio, Alexei Gert en light attack dans un groupe devant. Et croquette sur Léandre. Après, ouais, c'est vrai qu'il s'est échappé l'autre jour, Léandre, mais c'est sur l'étape de l'Angliru, donc plat au début. Peut-être là où ça me... peut-être Je vais réfléchir quand même encore. Parce que là, la bosse... Ouais, mais faut passer Garganta quand même. Hein. Et donc... Et Garganta, ça va quand même pas mal attaquer dedans, hein, même si c'est vent de face. Thibaut, avant de passer à la Grande-Bretagne, Arkea. Donc on va rappeler que Emmanuel Hubert cherche un sponsor pour l'année 2026. Ces déclats avant le Tour de France, il avait dit qu'il voulait justement ne pas vivre une situation à la BNB Hotel où on rappelle que finalement l'histoire s'était terminée un 7 décembre et que beaucoup de coureurs s'étaient retrouvés un petit peu dans la sauce parce que il y a encore des interviews qui sortent, on lit encore des choses. Je pense que cette histoire, ça serait bien qu'il y ait un livre, un vrai truc qui soit écrit un jour. Je pense que en plus, ça serait assez passionnant et ça se vendrait avec plein de témoignages. Pas forcément un truc malveillant pour torpiller le truc, mais vraiment avec l'introduction, l'histoire de la BNB. Moi, je verrais bien Jérôme Pinault comme personnage principal, avec sa version à lui, avec un peu de contradicteur. Enfin voilà, mais franchement, ça serait, je sais pas, je pense qu'il y a encore des plaies ouvertes pour certaines personnes qui sont, je pense, en train de se refermer, mais malgré tout, voilà, cette équipe a laissé une trace et la fin de cette histoire qui est quand même, c'est un feuilleton, le truc. Je pense, je vais même aller plus loin. Je pense que même la dernière année de BNB avec la mairie de Paris, franchement, il y aurait moyen d'en faire une fiction en 5 ou 6 épisodes. Franchement, une série Netflix, vraiment, parce que le truc, c'est un truc à rebondissement avec la section féminine, Audrey Cordoran. Enfin, c'est une histoire avec tellement de trucs, de toute façon, elle a passionné beaucoup de gens, cette histoire, et elle passionne encore.
Ce qui prouve que BNB, il y avait un truc. Mais donc Emmanuel Hubert donc cherche un sponsor pour 2026. Rappelons qu'avant le Tour de France, il avait dit qu'au maximum du maximum, à la fin du Tour de France féminin, ça serait réglé. Que si ne s'était pas réglé, il allait rendre un petit peu les contrats aux coureurs. On voit des mecs qui signent à droite à gauche. Jente Biermans par exemple, c'est fait du côté de la Cofidis. Rien d'officiel encore pour notre ami Kevin Vauquelin, qui est d'ailleurs blessé pour l'instant. Donc voilà, on voit Raúl Garcia Pernia. Est-ce que c'est officiel pour la Movistar? C'est pas officiel pour la Movistar, mais ça devrait l'être. Donc voilà, on voit que ça bouge à droite à gauche. Sauf que là, on est le 6 septembre. Et Emmanuel Hubert a dit qu'il avait eu pas mal de déceptions, qu'il avait encore peut-être une ou deux cartouches dans le fusil. Alors je le redis, voilà, si jamais par hasard il y a un entrepreneur qui écoute le coup tordu et qui a 15 ou 20 millions d'euros à mettre dans l'histoire, vraiment qui a un très très gros portefeuille, je le redis, de mon point de vue, 20 millions d'euros pour disputer le Tour de France avec l'exposition mondiale que donne le Tour de France, pour moi c'est cadeau, voilà, c'est cadeau. Mais c'est quand même un peu bizarre quand même. Qu'est-ce qui se passe? Toi, t'as des infos, Thibaut? On en est où là? J'ai aucune info, donc je peux pas te dire. Mais c'est chelou quand même. Je te dirai pas de bêtises. Qui disent qu'à la fin du Tour féminin, quoi qu'il arrive, on donnera une réponse. Soit on plie les Gaules, soit on continue. Est-ce que pas de manière malveillante du tout, mais est-ce que un peu comme Jérôme Pinault, qui je pense a poussé le truc jusqu'au bout, parce que jusqu'au bout il avait un espoir, est-ce que il n'est pas lui aussi peut-être en train de s'accrocher à quelque chose qu'il ne va pas avoir, et à la fin ça peut créer du dégât malencontreusement, attention, moi je pense que Emmanuel Hubert est un mec bienveillant, et voilà, moi je crois pas non plus tout le mal qui a été dit sur enfin voilà, il y a aussi des gens qui ont dit des trucs bien, voilà. Jérôme Pinault, je le connais pas personnellement, mais enfin ça a l'air d'être des plus passionnés. Je pense que il a été malheureux de ce qui s'est passé, donc je sais pas, il y a un truc qui est, et surtout on n'en entend pas parler, quoi. C'est ça qui est bizarre. Ouais, après est-ce qu'on n'est pas résigné sur l'équipe masculine et on mise sur la survivance de l'équipe féminine? Et cette fois, contrairement à la BNB, on réussit. Puis je trouve que ouais, les gens ont pas l'air en panique. Enfin, tu vois, on en a vu des équipes, tu vois, qui avaient fermé. Tu vois, exemple inverse qui se termine bien. T'avais vu, c'était Robin qui avait interviewé Pierre Rolland d'ailleurs, où il raconte la transition entre Bouygues et Europcar. Tu l'avais vu ou pas cette interview? Non mais ouais, enfin voilà, l'histoire elle est démente. Enfin, on est vraiment au dernier jour du dernier jour. On est au mercato. Pierre Rolland a arrêté sa saison. Oui. Je crois qu'il est dans un parc d'attractions. T'as Vauclair qui... mettez-vous le truc sur YouTube, tapez Pierre Rolland sur YouTube, vous allez voir Robin qui fait l'interview, mais l'anecdote de la transition. Elle date de cette année en plus. Ouais, il l'a raconté il y a pas longtemps. C'est ça. La transition de BNB à. De toute façon, ils ont claqué 2 interviews, la Pierre Rolland puis l'interview de Wina de Thomas Vauclair. Ils ont sorti Thomas Vauclair, ils ont sorti la meilleure interview de l'année, mais peut-être même de la décennie d'ailleurs. Mais le Pierre Rolland, quand il raconte la transition entre les deux, avec Vauclair qui l'appelle, je crois qu'en plus t'as Eric Boyer qui avait été plus ou moins chez Vauclair pour le signer. Vauclair qui appelle Pierre Rolland, il est dans un parc d'attractions, il lui dit attends, on retourne à Paris. Il voit Bernaudo, il voit les gens d'Europcar. Pierre Rolland lui dit ah bon, on signe 2 ans. Bernaudo lui dit ah ouais, tu veux 3, allez vas-y, on sort un papier, mais enfin le truc c'est n'importe quoi, mais c'est dingue. Donc voilà, j'espère que ça va jouer. Ça va jouer aussi comme ça pour Emmanuel Hubert. Donc voilà, alors après, peut-être que le fait que ça temporise, c'est peut-être aussi pour une bonne nouvelle, pour une bonne et heureuse nouvelle. Peut-être, mais j'ai juste l'impression qu'il n'y a pas... Voilà, je sais pas, c'est bizarre. C'est pas comme... Tu vois, il y avait des similitudes entre la fin de Bouygues Télécom et la fin de la BNB. Alors les 2 histoires se sont pas terminées de la même manière, mais là, je sais pas, j'en sais rien. C'était pour la on verra, comme on dit. Exactement Thibaut. Après c'est peut-être aussi volontaire d'avoir une communication assez discrète, hein. C'est possible. En tout cas on espère que ça va bien, tout ça va bien se finir. Et ouais, puis en aparté, ouais, si jamais Arkea s'arrête, il y a un coureur pour qui je suis inquiet. Arnaud Démare, aime bien. Ouais.
sa saison, c'est à mon avis parce qu'il il a quand même fait des petits classements là, le Tour de Poitou-Charentes. Souvent il fait des bonnes fins de saison, Arnaud Démare, mais il est capable d'aller gagner Paris Tour. Il est complètement il est là quand on l'attend pas, quoi. Thibaut, tiens, vite fait, puisqu'on parlait de transfert tout à l'heure, on avait attaqué avec Girmay. Tu vois, moi l'an prochain, pour un investissement sur Side Limit, je préfère mettre mes billes par exemple sur un Mozzato à la Tudor que un Birnay pour à prix équivalent, qu'un Girmay, puis je pense que ça sera moins cher en plus. Donc voilà, la petite aparté. On passe au Tour de Grande-Bretagne, Thibaut. Oui, je te laisse totalement la main, comme sur les autres étapes. Donc, Romain Grégoire, hein, toujours maillot de leader, hein, qui a résisté dans l'ascension aujourd'hui. Victoire de Remco Evenepoel sur la 5e étape. Donc, 6e étape, c'est 1400 mètres de dénivelé positif. C'est mal plat, comme on dit. Il y a une bosse dont le sommet est situé précisément à 9 km et demi de l'arrivée. C'est la bosse principale du parcours. On a une ascension de 1,3 km à 9,6% de moyenne. Donc, c'est un véritable petit mur avec, et c'est important, au pied de cette bosse, un sprint bonification qui va donner 3 secondes au vainqueur, sachant que Romain Grégoire est en tête du classement général avec seulement 2 petites secondes sur Remco Evenepoel. Important aussi à savoir sur cette étape, donc c'est la météo. Alors la difficulté, c'est vraiment la difficulté principale. Le reste du temps, c'est mal plat, mais il y a une petite ascension répertoriée au milieu de la course, mais il y a pas vraiment de gros talus. Donc ensuite, on termine cette bosse, on descend et on rejoint l'arrivée. On est à peu près sur 6-7 km de plat. Important encore une fois, et c'est vraiment la semaine du vent de face. Vent de face et gros vent de face sur l'arrivée de cette étape. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand même choix stratégique. C'est surtout que tu redescends vers le sud, un peu passer la mi-course. Hein. Ouais. Ah oui, tu te prends vent de face sur toute le. C'est du tout droit, quoi. Ouais, c'est du tout droit et c'est vent de face, vent de 3/4 face jusqu'à l'arrivée à Cardiff. Donc, sur cette ascension, évidemment, on est sur une ascension typique ardennaise. Donc, Remco, il va tenter la blague, hein, forcément. En plus, il est assez. Ce qui est intéressant sur la victoire de Remco aujourd'hui, c'est qu'en plus, il a beaucoup travaillé. Il a bouffé pas mal de vent dans la dernière ascension. On s'est même demandé à un moment donné s'il travaillait pas pour Ilan van Wilder. Et il a fait le travail à un moment. Parle de son move d'enculé. Lequel? Quand il ramène le groupe là? Ouais, avec son petit coup de frein. Alors attends, ça c'est oui à un moment donné quand il dit je vais pas ramener tout le monde. Ouais, et qui met un coup de frein en tête de groupe. Ouais à 500-600 mètres de l'arrivée. Non. Non. C'était plus tôt. Attends, je vais t'envoyer le lien. Hop, alors. Je sais que c'est lui qui fait quasiment toute l'ascension. Il y a Sivakov qui attaque à un moment donné, et à chaque fois qu'il y a des mecs qui attaquent, c'est lui qui a été les chercher. D'accord. Hop, alors tiens, hop. Je te l'envoie en privé sur. Tiens, regarde-moi cette vidéo. Tu vas pas me dire que c'est pas un move d'enculé. Tu me l'as envoyé où, sur X? Exactement. Parce que je vous le dis, on a un petit groupe avec Thibaut et Enzo en. Ah ouais, j'avais pas vu ça. Ouais, 1,3 km de l'arrivée. Ah ouais, j'avais pas vu le petit coup de frein, quoi. Ah ouais, le fumier. Ouais. Non mais ça, voilà. Quand il fait ça, c'est qu'il est bien. Il est nerveux. Ouais. Et ça, c'est quand t'es en voiture, qu'il y a un mec qui te colle au cul, tu sais, tu lui mets un coup de frein, quoi. Ça, c'est typique. T'inquiète pas, j'en ai subi un. J'en ai subi un en cadet. Une course, un saute-mort, je m'en souviens. Le coureur local, trop fort, qu'attaque. Avec mes coéquipiers, on lui a sauté dessus un par un. Il n'arrivait pas à sortir. Putain, le peloton, il a fait 50 km/h, 15 d'un coup. Parce que cet enculé, il a pilé. Putain, tu verrais le nombre de mecs à terre. J'ai Johan qui s'était fait la clavette. Oh merde. Moi, j'ai réussi à éviter la chute, sauf que j'ai fait un soleil dans un fossé où il y avait des ronces. Je peux te jurer qu'à l'arrivée, il y a eu des réclamations, il y a eu des pères de famille qui se sont battus. Le bougre, il a failli se faire emboucaner. Évidemment déclassé hein, après toutes les réclamations, mais qu'une envie, lui péter la gueule. Eh ben, quelle histoire, les aventures de. Non, là ça va, c'est un petit léger, mais ça reste un move d'enculé de ouf. Complètement.
Donc voilà, donc là Remco par contre ce move d'enculé, je suis pas sûr qu'il le fasse sur cette étape. Là à mon avis, il y a pas. Donc l'ascension elle est complètement typée, complètement timée pour lui, sauf que on n'a pas véritablement beaucoup d'ascensions en amont qui vont épailler le peloton, qui vont fatiguer les mecs. En plus, on va avoir toute une remontée vent de face vers Cardiff, enfin redescente vent de face vers Cardiff. Donc les mecs au pied de cette ascension, je pense qu'ils vont arriver plutôt frais. Donc Remco va s'échapper. Je serais surpris qu'il réussisse à prendre la bonif. À mon avis, il va laisser la bonif à Romain Grégoire et ensuite il va tenter de partir probablement tout seul parce que sur ce type d'ascension, il est quand même relativement fort. Sauf que derrière, il va prendre vent de face pour aller. Il va prendre gros vent de face pour redescendre sur Cardiff et je pense qu'on va réussir à se regrouper en bas de la descente et tout Remco qu'il est face à 30 ou 40 mecs, je pense que ça va quand même être assez compliqué. Donc je pense voilà, la cote de Mathieu Brinnan à 3, il y a petite value sur Mathieu Brinnan qui à chaque fois était plutôt bien dans les bosses. Alors il était pas très loin, les bosses étaient un petit peu longues pour lui, mais là encore une fois c'est le seul talus de la course et c'est un petit peu plus court que ce qu'on a vu aujourd'hui, donc voilà. Victoire de Mathieu Brinnan. Il est violent quand même le talus. Hein. Il est violent mais il est pas long. Il va mettre 3 à 9,5%. Hein. C'est du 11% quasiment régulier. Violent. Il a reculé le Brinnan. Il va reculer. Il va reculer, hein. Ça c'est sûr, il va reculer. Mais pour moi, tout Remco qui. Pour moi, le problème c'est la ouais, mais c'est la composante Remco. Le fait. Le vent de face, c'est énorme. S'il y a vent de face, ouais, mais même s'il y a vent de face, en fait, le truc c'est que Brinnan il va reculer. Remco il va forcément faire une sélection dans cette difficulté, vent de face ou pas, tu vois, avec les pourcentages, tu fais forcément des dégâts. Donc en fait, ça se joue à la bascule. Et à la bascule, non. Le truc, c'est que oui, Remco, du coup, va avoir du mal seul, mais il sera pas seul. Et Remco, dans ce type de truc, même s'il y a vent de face, au final, ça va être un peu le moteur de ce groupe qui va empêcher le retour de Brinnan, à mon sens. Enfin, je le vois comme ça. Moi, je pense que Remco part seul. Moi, je pense que sur ce type d'ascension, il peut être tout seul en haut du truc. Du coup, il arrive tout seul. Hein. Ouais, mais... Vent de face ou pas, hein. Vent de face ou pas, parce que derrière, en fait, lui, il réfléchira pas, il va lisser son effort, il va y aller. Derrière, ça va compter ses coups de pédale, et il va falloir des coéquipiers pour ramener, parce que il y aura absolument personne qui va se sacrifier. Donc, s'il est tout seul, en fait, Remco, il a gagné. Non, parce que je pense que derrière, ça va compter. Derrière, ça va compter ses coups de pédale. Je pense que Remco, lui, il réfléchira pas. Non, je pense qu'il y aura de la main d'œuvre derrière. C'est ça le truc, c'est que je pense qu'il y aura 30 à 40 coureurs et qu'il y aura vraiment de la main d'œuvre pour aller chasser derrière. Et encore une fois, je pense qu'il y aura de la main d'œuvre parce que le parcours est pas compliqué. Avec 1 km 3 à 11% et une portion descendante, t'es sûr, hein. Il peut hold jusqu'à la fin. Hein. T'as quasi pas de dénivelé sur le... Enfin, t'as pas de grosses bosses. Alors ok, 6e jour de course, mais tu peux vraiment garder du... mais ça se joue à l'explosivité. Les Groupama qui sont là, ils vont rouler. Les Thomas Glock, ça va rouler. Oui, mais ok, d'accord. Mais faut qu'ils basculent en groupe au sommet, qui sera pas le cas en fait. Ils vont se regrouper dans la descente. Ils vont se regrouper dans la descente. Si Remco, il a tout Remco qu'il est, si en bas de la descente, il a moins de 30 secondes d'avance et il aura moins de 30 secondes d'avance, ça se regroupe avec le vent de face, il va pas au bout. Même tout profilé qu'il est, tout ce que tu veux. Moi, vent de dos, j'aurais pas réfléchi. Vent de face, le vent est trop fort. Il gagne pas. Moi, je pense que tu fais une erreur d'analyse. S'il est tout seul, il tient jusqu'au bout parce que lui, il va pas réfléchir, il va y aller. Mais derrière, il y a des mecs qui vont pas réfléchir non plus. C'est-à-dire que Grégoire, il a son classement général, donc il va rouler, tu vois. Il va pas réfléchir victoire d'étape. Mais il va pas faire l'effort. Il va pas faire l'effort pour tous. Et au bout d'un moment, il va capituler face à Remco. Honnêtement, si Grégoire est tout seul. Il ramène pas le groupe sur Remco. Donc faut qu'il y ait un groupe qui faut qu'il y ait un groupe honnêtement pour moi qui collabore. Mais ils vont collaborent vraiment en se donnant à 100%. Mais ils ne donneront pas à 100%. Mais ils ont tout intérêt à le faire parce qu'il va y avoir les places au classement général. T'as Julien qui est 3e, donc là Tudor ça va rouler. Ils vont trop calculer. Oui, mais faut. Calculeront pas. C'est ça que je pense que tu mésestimes. C'est que je pense que tu vois un trop gros groupe formé au sommet avec le vent, alors que en bas. ils vont s'épailler. Ouais, mais en bas c'est fini.
En bas, ça commence à se réunir. La descente va pas faire la jonction, c'est du plat qui fait de la jonction. En bas. Donc la descente, en fait, elle favorise les écarts, elle les maintient. Donc en bas, faut les mecs sont il faut 2-3 kilomètres pour que ça se regroupe, que ça s'organise. C'est game over. Enfin, pour moi, honnêtement, l'analyse est totalement fausse à partir du moment où tu considères que Remco peut basculer tout seul. S'il bascule tout seul, il a la course gagnée. Bah, avec le vent, je pense. Avec le vent, moins de vent, oui. Vent nul, oui. Vent de dos, tous les jours. Vent de face, et surtout, pour moi, si tu veux, le parcours est pas assez dur en amont pour épailler les mecs. Donc il va y avoir encore des mecs qui vont être en plus le vent de face. Mais la bosse, elle est tellement difficile. Tu passes pas, Mais oui, mais quand t'es dans un peloton, quand tu roules 60 bornes vent de face dans un peloton à l'abri, en fait tu roules pas quoi. Mais l'explosivité des punchers, elle est encore plus monstrueuse dans ce type de pourcentage. Ils font des dégâts monstres. Ouais, mais moins que si par exemple cette côte-là, ils l'avaient faite 3 ou 4 fois. S'ils avaient répété la côte 3 ou 4 fois, ouais, là évidemment les mecs sont épaillés, ils sont morts. Là tu fais moins d'écart si t'as un effort à faire que si t'as une répétition d'effort à faire. On sera pas d'accord. Bon bah écoute, on verra la course qui donnera raison à qui, mais honnêtement j'ai du mal à y croire. Pour moi, tu bascules en tête, un coureur comme Remco, il va au bout. Je t'ai dit, la descente, elle favorise pas un gros groupement, faut attendre 2-3 kilomètres. 2-3 kilomètres, c'est game over. Hein. Le temps de s'organiser, il a déjà suffisamment d'avance, trouver des éléments qui se sacrifient et en avoir suffisamment, c'est ça le truc. Ah non, pour moi, c'est s'il bascule au sommet tout seul, c'est game over. Un coureur comme Remco, c'est fini. Et ben moi je pense que voilà, tout profilé qu'il est dans le vent de face. Donc Mathieu Brinade, bon après je mets pas non plus la maison dessus, hein, cote à 3, 0,1% de bankroll. Et il y en a un dont il va falloir commencer à parler quand même un petit peu. Va falloir commencer à parler de lui, c'est Alfonso Eulálio, parce que lui il est sous les radars, oui. Mais alors ça fait quelques semaines qu'on commence à le voir arriver. Lui, c'est troisième à Burgos, 4e aujourd'hui, petit puncher de poche. Je pressé de voir l'hiver qu'il va faire. C'est dire que la progression en cette fin d'année, elle est pas mal. Je suis d'accord. Ah oui, non, on l'a pas trop vu là sur le début de la saison, mais là ça commence à ça reste assez solide. Sinon, je t'ai pas demandé, donc toi, tu pars sur Remco, hein, sur ce Tour de Grande-Bretagne, Thibaut. Ah non, j'ai honnêtement pas d'avis, mais pour moi, si ton avis c'est Remco bascule tout seul en tête, si tu vas sur cette analyse, moi, si j'avais cette analyse, c'est Remco s'impose. Hein. Il bascule, et pour moi, il bascule tout seul, c'est game over. Hein. Ça marche, ça roule Thibaut. Écoute, ah ouais, si, j'en ai un deuxième aussi que j'ai pas donné. Pour moi, vraiment, je vois encore une fois vent de face, groupe 30-40 coureurs. Tuntenberg qui est à 34, Tuntenberg top 3. Je sais pas si t'as vu dans la côte, pas d'aujourd'hui, mais dans la côte d'hier, hein, enfin dans la côte de vendredi. Je t'en avais parlé. Ouais. Je t'avais demandé si aujourd'hui, avec la longueur de la côte et le vent, ce serait une idée absurde ou totalement conne. Ouais, dans ce fameux podcast qui n'a jamais existé. Donc voilà. Donc Tuntenberg, la cote victoire elle est à 34, donc il y aura aussi un petit top 3, je pense qu'on aura du top 3 aux alentours de 6-8 à peu près. Donc dès que les top 3 sortiront, il y aura je pense un petit 0,03% de bankroll sur un top 3 de Team Tom Tuntenberg qui a l'air de très très bien passer les bosses sur ce Tour de Grande-Bretagne. Et ben merci beaucoup Thibaut. Tounart, il a combien ? Qui ça ? Tounart. Parce que sur ce genre de talus, après qu'il y a un petit kick, ça peut pas être sympa. En tout cas, je pense qu'il est coté assez 200, peut-être un doute sur l'explosivité dans le truc, peut-être un peu trop pour Tounart. Ça reste un beau bébé, un gros gabarit. Non. Ok. La fameuse jonction, comme tu dis, Tounart, ça peut être une option.
Ça marche. Un podium, évidemment. Eh ben ça roule. Merci beaucoup Thibaut. On rappelle que tes previews sont disponibles sur le site Vélo Futé, les previews d'Enzo sur le site The Big Gear. Voilà, pas d'épisode demain parce que lundi il y a pas de cours. Je pense que vous aurez un épisode lundi soir un petit peu pour la suite de la Vuelta. Et puis les réseaux sociaux du Coup Tordu, on s'abonne bien évidemment sur Facebook, sur X, sur Instagram. Voilà, si vous avez 30 secondes ce dimanche, allez nous coller un petit 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir. La chaîne YouTube du Coup Tordu également. Et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Ciao les potos. Ciao Thibaut. Ciao.